On travaille toujours ensemble. Après, la manière dont on travaille ensemble change. Ça peut être chacun dans son studio après avoir discuté beaucoup sur le concept ou sur la direction qu'on veut prendre. Et donc chacun travaille sur cette scène qui cherche de son côté parce que c'est vrai qu'être deux, ça permet aussi d'avoir plus de temps et donc pouvoir plus chercher. Et parfois, on travaille vraiment tous les deux dans le même studio. D'ailleurs, dernièrement, ça fait 2-3 mois qu'on est tous les jours là, comme au studio, comme dans un bureau, on travaille sur des projets où on a besoin d'être là tous les deux. Et là, c'est un échange d'idées. En général, quand on est tous les deux en même temps au studio, c'est que soit on n'a pas le temps et qu'il faut aller vite. Et c'est vrai que comme on se connaît très bien et qu'on se fait confiance, très vite on choisit les idées qui vont rester ou pas. Alors que c'est vrai que quand on est seul, on peut parfois avoir des doutes sur une direction, lui donner 2-3 jours et au bout de 3 jours se dire « Ah tiens, bah, ça valait la peine » ou au contraire non, c'était un mauvais chemin alors qu'à deux, ça va beaucoup plus vite. C'est l'avantage, mais aussi l'inconvénient, c'est que forcément on a peut-être moins le temps de chercher. Il y a un miroir permanent, chaque idée est tout de suite jugée par plusieurs, plusieurs points de vue. Mais voilà, sans appel. Il n'y a pas possibilité d'appel dans ces cas-là. Mais après, il y a aussi des films sur lesquels Sacha peut participer plus parce que ça correspond plus à des couleurs ou à une sensibilité qui lui est proche. Et pareil pour moi. Voilà, c'est difficile à chaque fois de définir des pourcentages exacts. S'il y a des règles classiques, ou en tout cas on ne les connaît pas, on a dû improviser par nous-mêmes. On aurait bien aimé les connaître. Et oui, ça nous aurait économisé beaucoup de disputes. De séparation. De séparation. Mais on est encore là. Ouais, toujours frères, malgré tout. C'est une alchimie très particulière, très marquante dans pas mal de cas, parce que c'est quand même si on a un métier relativement modeste, parce que nous sommes, comme il y a un certain programme qui s'appelle Troisième auteur, nous sommes troisième auteur, pas le premier, pas le deuxième, mais quelque part nous sommes celui qui a des armes peut-être les plus efficaces émotionnellement et qui peut souvent raconter des choses sans qu'on se rende compte qu'il y a quelqu'un qui parle. Et c'est assez intéressant. Et puis l'alchimie entre l'image, l'histoire et la musique, c'est quelque chose d'assez magique. On a l'impression, en tout cas dans le domaine dans lequel nous on travaille, justement par rapport à votre première question, qu'il n'y a pas vraiment de recette. On peut placer quelque chose sur une image qui n'a rien à voir, et on a été plusieurs fois témoin de ça, et avoir une alchimie incroyable alors qu'on n'aurait jamais pensé que ça pourrait marcher. Donc, et après, on pourrait l'analyser et expliquer pourquoi, mais voilà, le processus ne marche pas dans l'autre sens. En tout cas, c'est une belle reconnaissance du métier aussi d'avoir ce festival dédié à cette alchimie-là. À Marseille en plus. Nous sommes très tournés vers le cinéma d'auteur. Et c'est vrai que la vision du réalisateur, la vision du réalisateur et la qualité du film, il faut que ça nous parle, il faut qu'on soit en phase avec ce qu'on voit. Et puis aussi, évidemment, il y a l'histoire du sujet qui vient en deuxième place. C'est des thèmes qui peuvent nous être proches, humaines, ou des thèmes de société. Par exemple, là, c'est l'exil. Forcément qui nous est proche parce qu'il y a 32 ans on est venu en France avec nos parents, mais ça peut être aussi des histoires qui ne sont pas proches à notre histoire à nous, mais qui nous touchent et qu'on considère comme étant importantes. Donc voilà, on peut être juste plus touché par ces choses-là et du coup aller vers ces projets-là. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça nous touche tous les deux, que ce soit artistiquement ou financièrement. Financièrement, exactement. Au niveau du sens, du message, voilà. C'est vrai. Murina, c'est d'abord une relation d'amitié avec la réalisatrice Antonetta Pironovic, avec qui on se connaît déjà parce qu'on a travaillé sur son court-métrage ensemble. Et on s'est croisés à New York et puis ailleurs. Je pense que le choix de ce projet était évident parce que son long-métrage, c'est son court-métrage en plus long, en plus développé. Ovaj čovjek što dolazi večeras kod mene, to je Bog na zemlji.
C'est l'histoire de jeune fille qui se retrouve à la croisée des chemins de son futur. Au moment où elle doit prendre des décisions et s'affirmer est forcément touchant parce que c'est une histoire très universelle. Stan u Zagrebu i možemo svi otići. Ovaj došao ovdje rad posao, ne gleda tebe kako se prvi mažeš. Tebe tako izgleda kao da si zaljubljena. Tous les deux, on est assez passionnés par le son, pas la musique d'abord, mais par le son aussi. Et on adore, en fait, on a tous les deux l'expérience d'instrumentiste. Sacha joue du violon depuis très longtemps, en fait, depuis son enfance, moi de la clarinette, du piano, tous les deux. Et après, il y a plein d'instruments qu'on joue mal, mais qu'on exploite quand même parce qu'on aime bien leur sonorité. Et c'est vrai que la recherche du son, que ce soit du son acoustique ou du son électronique, parce qu'on expérimente beaucoup avec la musique électronique, c'est quelque chose qui nous a passionnés, je pense, toujours. Et d'ailleurs, dans Sanimad aussi, il y avait beaucoup de recherches sonores. L'idée de créer un univers sonore à part, ça veut dire créer une sorte de, voilà, un petit monde parallèle où il y a une couleur qu'on n'a pas peut-être encore entendue. Ne zajebavaj se, znaš. Sad kad on ode, zatvorću te u podrum, neš više vidjeti svjetlo dana. You know what the song is about? It's about being in love, as you can only be at 17. Antonietta demande à la musique de compléter le film, ne pas illustrer ce qui est déjà dit avec les images. Et ce qu'on voulait faire dans son film, c'est d'illustrer le monde sous l'eau, le monde où la protagoniste principale se réfugie quand elle n'arrive pas à gérer les problèmes du monde d'en haut. Elle plonge, elle se retrouve sous l'eau et c'est là qu'elle a l'impression de maîtriser les choses, c'est là qu'elle a l'impression d'avoir une cachette où rien ne peut lui arriver. Et donc la musique était là à tous ces moments-là pour illustrer un peu, pour essayer de raconter son monde intérieur, pas ce qu'on voit sur les images, mais plutôt une sorte de monde parallèle qui lui appartient uniquement à elle. If you grow up in paradise and girls like her get pick up and pregnant right away. You have to take me with you. I can't stay in this house. Sama si ovo isprovocirala. C'était vraiment un point excitant de devoir créer de toutes pièces ce monde avec des couleurs qui sont, qui sont une sorte de vision un peu métaphorique de ce que découvre le personnage sur place, parce que c'est l'Afghanistan vu par les yeux d'une Tchèque. Et du coup, il fallait créer de toutes pièces. En fait, ce monde, c'est comme si elle découvrait la culture orientale, mais qu'elle voyait à travers un kaléidoscope. Un filtre européen. Voilà, donc ça a amené toutes sortes de réflexions sur le son, les mélanges, qu'est-ce qu'on prend de l'oriental, qu'est-ce qu'on prend de l'européen, comment on les mélange, est-ce qu'on fait jouer des mélodies orientales avec des instruments européens ou vice-versa. Más چکستم از اروپا اینجا کجای است؟ مردم به سینما میرن منو شیدن زنها چادری نمیپوشن. On voulait surtout pas essayer d'imiter la musique afghane parce que ça aurait été jamais authentique et ça aurait été un peu, je pense, condescendant. Et en fait, ce qu'on voulait, et ce que la réalisatrice voulait, c'est de créer un univers où on sent des échos d'un folklore, mais c'est des échos d'un folklore vu par une étrangère. Donc voilà, c'est la vision d'une Européenne qui vient en Afghanistan. اینجا اکسانا خارجی دارین؟ تیسیت بلا سماستیزم خلاپم. How can you stand this? Everything here is simple. One husband, one religion, one country. C'est un film pour adultes, donc c'est un film d'animation un peu particulier
où il y a une vraie dramaturgie, il y a une vraie histoire. Ce n'est pas juste un film qui prétexte à des jolies images, comme parfois, voilà, il y a ce travers parfois dans les films d'animation. Et c'est vrai qu'on a, je pense, approché ce film exactement de la même manière qu'un film de fiction, en essayant de traduire la dramaturgie, la psychologie des personnages, l'univers du film. Je ne vois pas vraiment d'approche particulière. En fait, le piège serait d'aller dans une sorte de naïveté plus illustrative, qui tient plus le spectateur par la main. Ce n'est pas le propos. Mais voilà, je pense qu'on n'avait pas envie de faire ça. Je pense que Michaela ne voulait pas ça non plus. Oui, tout à fait. خدا را شکر که شوی خوب داری. نامش محمد است. کس نداره. میگن اولاد داشتن نمیتونی. فکر کردم ¡Mapocheta! بهترینش es que غير tú. Et l'intensité dramatique est pareille que dans un film de fiction et le réalisme psychologique aussi, donc ça ne nous a pas vraiment changé. Ce qui nous a changé beaucoup, c'est l'univers de Michaela et l'univers du film, parce que voilà, c'est aussi pour ça qu'on adore de travailler avec les réalisateurs qui viennent d'origines très différentes, parce que à chaque fois c'est un plongeon dans un monde qu'on visite, pas en touriste, mais un peu comme c'est une sorte de mini-immigration, parce qu'on passe quand même 2-3 mois sur un projet, on s'imprègne du pays, on s'imprègne des caractères. C'est un voyage pour nous. Oui, c'est un vrai voyage. فامیل ما همیشه یک فامیل مترقی بوده. C'est pas facile, je pense qu'Amine s'est très bien prêté à cet exercice. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un film qui a débordé énormément au niveau de délai de fabrication. Il y a un moment où il devait être fini, il n'était pas encore fini, et nous on était déjà pris par un autre projet. On était sur Undoing, je crois, sur une série américaine. Et en fait, on était juste dans la capacité de continuer. Donc en fait, avec Amine, ce qui s'est passé, c'est plutôt une sorte de passage de relais. C'est ça. Où on est intervenu en premier, on a fait une base musicale pour une partie du film, et Amine est arrivé plus tard pour prendre ce relais et continuer sur la finale, la fin de... En fait, Amine a réussi à se glisser un peu à se glisser dans notre univers tout en restant fidèle au sien. C'est un compositeur dont on respecte beaucoup le travail et je pense que c'est très réciproque de sa part. Donc du coup, c'est vrai que ça s'est fait d'une manière très harmonieuse et on était assez surpris. On n'a pas vraiment collaboré physiquement ensemble. On lui a laissé le bébé à un moment, il a repris pour faire la deuxième partie du film. Et c'était agréable de voir qu'il y avait une continuité et en même temps qu'il a trouvé aussi une manière à lui de se l'approprier. Je pense que ça vient pas seulement du fait qu'on s'apprécie, je pense que ça vient aussi du fait qu'on a peut-être des univers qui se font écho quelque part. Et puis aussi le film imposait une couleur à lui, donc c'est ça aussi qui a facilité le passage. Oui, c'est vrai qu'au moment où Amine est arrivé, le montage était fait, une bonne partie de musique était faite et donc du coup il y avait déjà une couleur qui était là. Mais bon, l'exercice n'était pas facile et je pense que c'est très, très réussi. On essaie de discuter en fait les idées qui viennent en amont. On essaie de poser sur la table tout ce qui paraît intéressant et après il y a aussi le processus qui fait naître de nouvelles idées. Et qui nous amène parfois sur des choses dont on n'a pas discuté ou au contraire, parfois en tentant les choses qui correspondent à ce qu'on a fait, soit à la discussion qu'on a eue en amont, on se rend compte que finalement ça ne marche pas, que c'était bien avec les mots mais que dans la réalité ça ne marche pas et donc qu'il faut changer son fusil d'épaule. Et parfois aussi il y a des cas de figure où les réalisateurs ne veulent rien dire exprès. Ils veulent nous laisser totalement la liberté de choisir la couleur, pas parce qu'ils n'ont pas d'idées, mais parce qu'ils ont envie peut-être qu'on les surprenne. Ils ont peur qu'en nous dirigeant, ils vont limiter un tout petit peu la palette de possibilités.
Et puis il y a aussi des choses qu'on fait intuitivement, sans mettre de mots dessus du tout, et qu'on analyse par la suite, avec vous par exemple. C'est vrai que souvent quand on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait ça ou ça, la réponse vient à la fin, après avoir composé la musique, et on se dit mais oui bien sûr, c'est parce que ça correspond à ce personnage-là ou au trajet de ce personnage-là, et c'est inconscient, c'est une analyse qui vient souvent après. Oui. Pour les films qu'on voit nous en dehors de notre métier, je pense qu'on est tout à fait des spectateurs lambda. Il nous est arrivé plein de fois d'aimer des films où on n'aimait pas la musique, et le contraire aussi je pense. Je pense que si on voit les films, c'est d'abord pour être transporté, pour apprendre de nouvelles, pour voir de nouveaux angles, des nouvelles manières de voir le monde, ou alors juste être transporté par une histoire. C'est pas pour analyser et se dire bon là c'est bien, là ils ont un peu merdé, ça serait clinique et pas très intéressant. Donc oui, non, on essaie d'être un spectateur lambda et d'avoir une expérience de cinéma la plus forte possible, ça veut dire on se laisse aller complètement. Après pour les projets sur lesquels on est amené à travailler, là, c'est autre chose. Effectivement c'est un peu différent, où on a une première vision qui est spontanée et puis après on rentre dans le processus. Qu'est-ce qu'on peut apporter au projet? Est-ce que ça correspond à ce qu'on fait? Est-ce que ça correspond au domaine dans lequel on pense être fort et avoir quelque chose à dire? Ou est-ce que c'est pas vraiment pour nous et que d'autres gens pourraient le faire aussi bien ou même mieux? Est-ce que ça nous touche? Est-ce que voilà. Après, c'est vrai que sur des projets sur lesquels on travaille, il y a forcément beaucoup plus de questions. Peut-être qu'on a plus l'habitude de travailler en amont sur les séries? C'est vrai. C'est vrai que les séries, souvent, nous demandent, surtout quand il y a plusieurs saisons, de travailler en amont, parce qu'ils veulent, par exemple, c'était le cas pour Le Baron Noir, c'était le cas pour Oussekine, qui n'est pas sorti mais qui va bientôt sortir, et qui est une série absolument formidable. On attend avec impatience sa sortie, on est très fiers. En fait, sur la série, je pense que c'est très important que la couleur, la musique joue un rôle peut-être encore plus important qu'au cinéma, parce qu'en fait, ça fait partie vraiment du corps du film tout de suite, et que en fait, ça aide aux monteurs qui travaillent en amont, parce qu'il y a le tournage, le montage, la musique, ça te permet aux monteurs de sentir mieux la construction. La construction, et puis aussi la couleur émotionnelle. Donc en fait, ils aiment beaucoup quand ils peuvent commencer le montage avec quelques thèmes qui sont écrits pour la série et pas devoir l'emprunter, parce que c'est vrai que forcément quand on travaille avec des musiques temp, on appelle ça des musiques temporaires quand ils sont empruntés à notre projet, forcément ça détonne un peu, ça rend un peu flou la direction, alors que quand c'est des thèmes qui sont là déjà pour la série, je pense que tous les monteurs sont toujours très contents et reconnaissants entre guillemets, parce que c'est vrai que pour les compositeurs c'est un effort supplémentaire de travailler avant les images. C'est un effort de concentration supplémentaire aussi, parce qu'il faut imaginer encore plus de choses, on n'a pas la béquille de l'image. Mais c'est très gratifiant pour nous, parce que du coup on est plus libre dans notre imagination. Et c'est gratifiant pour eux parce qu'ils ont déjà une couleur qui est affirmée par le réalisateur, approuvée par le réalisateur ou la réalisatrice, et qui les permet d'avancer dans leur projet d'une manière un peu plus sûre. Je pense que c'est difficile peut-être de distinguer un projet, mais à mon avis, si par exemple chacun de nous essaie de choisir un ou deux projets, Faute d'amour, Baron Noir, récemment Scene from a Marriage, les scènes de la vie conjugale, le remake HBO de la série de Bergman. Oussekine qui va sortir. Oussekine qui va sortir, c'est vrai qu'on est forcément très proche des films qui sont récents et qui vont sortir. Massanimad et Morina évidemment, parce que voilà, on a hâte qu'ils sortent en France. Ce sont des films qui ont beaucoup attendu aussi. Et puis il y a certainement des films qui ont compté dans le passé, mais je pense que même si on se souvient de tous et que tous ont une grande importance, forcément il y a une sélection qui se fait à travers des années et on a un regard peut-être plutôt vers des projets un peu plus récents. Oui, en fait on a plutôt envie de regarder l'avenir plutôt que s'attacher à des choses qu'on a faites par le passé. Oui, et puis il y a un parcours qui continue, qui évolue, et donc du coup c'est vrai que si on revenait à des films qu'on a fait peut-être il y a 10 ans,
et dont on est toujours fier, mais ça correspond peut-être moins à ce qu'on est aujourd'hui. Je parle mal Evita de Luc Besson, La famille Bélier de Éric Lartigot. C'est des films dont on est très fiers et qu'on est très heureux de revoir, ou de parler avec des gens de ces projets-là. Mais ce n'est plus nous aujourd'hui. Il n'a pas du tout envie de reproduire les mêmes choses. Il n'a pas essayé de refaire Famille Bélier 2 ou un truc de sorte. Alors qu'il y a beaucoup d'autres qui auraient succombé à ce piège. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant, on se retrouve à quelques années d'intervalle et on accepte, je pense, avec beaucoup d'amitié et de bienveillance la position où chacun se trouve et on essaie de se raccorder. En voyant alors, t'en es où toi? Et on voit le film, on parle de projet, et puis évidemment lui aussi, on regarde un peu l'évolution de notre travail à nous, et c'est assez intéressant parce que ça fait je ne sais pas quel pourrait être équivalent de ça. C'est comme quand on revient dans un endroit qu'on connaît très bien et qui nous est très cher, mais qui a changé, et qu'il faut retrouver un peu les connexions et accepter le fait qu'il a changé et qu'il n'est plus exactement le même qu'avant, pas mieux ou moins bien, mais différent. Et se réhabituer, c'est assez intéressant c'est très excitant d'y arriver, quoi. Voilà. De se dire à la fin, bah, tiens, voilà, encore une fois, on a réussi à trouver quelque chose qui était en phase. Par exemple, son dernier film, il a beaucoup cherché d'abord des compositeurs parce qu'on n'était pas disponible, on n'était pas prévenu suffisamment en amont. Et au moment où on a compris qu'on pouvait quand même le faire ensemble parce que le planning tout d'un coup correspondait, on était très heureux de voir qu'en fait, instantanément, les choses se sont faites, quoi. C'est des bandes qui apportent quelque chose de plus au film, au récit, qui racontent un message entre les lignes. Où la musique est un vrai personnage du film. Où la musique est là pour apporter quelque chose que l'image ou le scénario ou les acteurs ne peuvent pas apporter et qui n'est pas là pour redire, illustrer déjà quelque chose qui est à l'écran. Je ne sais pas, des exemples récents. Moi j'ai beaucoup aimé la musique de Johnny Greenwood pour The Power of the Dog. Ben ça c'est un compositeur qu'on aime beaucoup et de son travail dans Radiohead et son travail dans le cinéma, c'est pas à chaque fois notre tasse de thé, mais c'est à chaque fois formidable, intéressant, à part, personnel et musicalement toujours très bien senti. Surprenant. C'est ce genre de musique, voilà, si on parle de son collaboration avec Paul Thomas Anderson, c'est ce genre de film où Nick Cave et Warren Ellis sur Jesse James, un film qui est cité souvent parce que voilà, le film a donné beaucoup de place à la musique, les musiciens qui l'ont composé ont su la prendre avec brio. C'est incroyable qu'est-ce que ça apporte au niveau des couleurs musicaux, mais aussi au niveau de la psychologie du personnage qu'on ressent alors qu'on ne les connaît pas. En fait, c'est ça la musique. Je pense que la musique dans le cinéma, c'est souvent compenser le manque de temps que le réalisateur a pour raconter son histoire et faire en sorte qu'en quelques minutes, et parfois même moins que ça, on a l'impression d'être connecté à l'histoire, au personnage, parce que ça renvoie à notre inconscient, à notre inconscient collectif, et les connexions se font beaucoup plus vite sans qu'on ait obligé de passer, comme dans la vraie vie, des mois ou voire des années avec quelqu'un pour devenir proche de cette personne. La guerre des étoiles. C'est difficile d'être jaloux, admiratif. Oui, parce que c'est une autre personnalité forcément qui s'exprime. Donc on ne peut pas vraiment se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Moi je pourrais retourner la question, pour être tout à fait honnête, un peu différemment. Est-ce qu'il y a un film dont on aurait voulu faire la musique? Parce que c'est vrai qu'entendre une musique et se dire « Ah tiens, j'ai envie de faire la même chose », ça arrive rarement parce que forcément on le ressentirait autrement. Mais est-ce qu'il y a un film où on se dit « Ah, ce projet-là, on aurait tellement aimé la musique ». Oui, il y en a plein, on ne le dira pas. On ne veut pas faire plaisir aux compositeurs qui ont fait la BO, mais
Oui, il y a parfois des séries qui nous séduisent par leur histoire, leur univers, ou des films. On se dit, mais c'est exactement quelque chose que j'aurais voulu faire. Voilà, c'est vrai que même si on est deux, on ne peut pas tout faire. Il y a plein d'autres compositeurs qui ont du talent et les réalisateurs qui ont des affinités avec eux. Donc c'est une réalité qu'il faut accepter. Et puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont jaloux du film qu'on fait. On espère. Notre père est ukrainien et notre mère est russe. Et même si on est en France depuis 32 ans, en fait, on est resté proche forcément dans notre âme, aux deux pays. Et voir aujourd'hui les horreurs de l'invasion russe en Ukraine nous trouve le cœur. En fait, ça nous fait très mal parce que d'une part, on est en peine pour les Ukrainiens qui meurent, et qui sont sous bombardement russe et qui risquent leur vie. Et d'autre part, nous sommes évidemment aussi très solidaires de nos amis russes qui sont otages d'un régime fasciste et qui fuient, pour ceux qui peuvent, beaucoup ont fui, beaucoup d'artistes ont fui. Et il y a ceux qui restent aussi là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas fuir, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, et qui doivent résister comme ils peuvent avec des discours, des vidéos, en fait, ou alors avoir peur pour leurs enfants et ne rien dire. C'est difficile de les accuser de ça, même si évidemment ça les rend quelque part responsables d'une manière collective de ce qui se passe. Donc voilà, en fait On est perdant sur les deux fronts. C'est ça, on vit ça mal et après les images qu'on a reçues dernièrement des villages où l'armée russe était positionnée pendant plusieurs semaines et la découverte des horreurs commises, c'est vrai que c'est au-delà d'un choc, c'est un sentiment d'être... On est abasourdi, quoi, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point le peuple russe, depuis qu'on est parti, était zombifié, parce que je ne connais pas trop d'autres mots, au point de croire à une absurdité pareille, de croire que l'ennemi c'est les gentils et que les ennemis c'est des gentils, de voir le monde complètement à travers grâce à une manipulation psychologique permanente de la télévision évidemment. C'est vrai que la propagande, ça paraît abstrait. On dit les propagandes, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on puisse croire à des mensonges, mais en fait c'est pas seulement des mensonges, c'est une manipulation extrêmement étudiée, psychologique, qui fait que les gens sont émotionnellement manipulés depuis une dizaine d'années, plus certainement, et qui vivent dans un monde parallèle, dans un monde virtuel. C'est un peu une sorte de Matrix. Oui, je trouve qu'il y a un drame un drame informationnel en fait aussi, de se rendre compte que la vérité c'est quelque chose qui est vu vraiment de manière complètement interprétative par des gens différents, avec des visions différentes, les manipulations, enfin plus rien n'a vraiment de sens, quoi. Déjà avec l'invasion russe en Crimée, je m'étais rendu compte, alors qu'à l'époque l'internet n'était pas coupé en Russie. Aujourd'hui, les gens qui ne savent pas utiliser l'ordinateur n'ont plus aucun accès à une autre information que la télévision. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et déjà, c'était incroyable de voir que la vérité pouvait être totalement pervertie, que les gens étaient conditionnés pour croire la leur, alors que c'était une sorte de monde virtuel totalement faux, créé de toutes pièces. Même des gens intelligents à la base. Tout à fait aussi, oui. Par peur parfois aussi. Par peur, par envie de se joindre, se mettre du côté du fort parce qu'on se sent plus confortable, et parfois aussi par absence de capacité d'analyse et aussi un certain enfermement. C'est vrai que dans les campagnes profondes ou dans les petites villes en Russie, l'idée qu'on a de l'Europe et du monde est une idée qui n'est que à travers la télévision, que dans la télévision. C'est celle qu'on nous raconte, c'est ça. On espère que l'Ukraine va renaître de ses cendres très vite, et que cette guerre va s'arrêter très vite, et que la Russie, ça sera une leçon dure, certainement, très violente, mais que ça obligera les Russes de peut-être prendre leur destin en main d'une manière différente de ce qui s'est passé depuis un siècle, où ils ont tout délégué à leurs dirigeants qui en ont bien profité et qui les ont traités un peu comme du bétail. Donc on espère aussi que la Russie pourra se transformer grâce à
grâce à cette histoire dans laquelle il faut évidemment que les régimes changent, quoi. Il faut qu'il soit battu, que Poutine parte, meure. Voilà, il faut que ça change.